Bonjour tout le monde et bienvenue au Polylotar 2023 à Rio. C'est la dernière après-midi et nous allons parler avec Alberto Goyena sur le professionnalisme dans l'interprétation. Et merci beaucoup Alberto d'avoir accepté l'invitation et je te souhaite une bonne interprétation. Voilà, très bien. Merci à toi, Giuliano, pour de l'opportunité d'être ici. C'est vraiment un plaisir. J'ai pensé donc commencer cette présentation tout d'abord en lisant le titre de cette présentation qui s'appelle donc Contrat signé, esprit contrarié. Donc, c'est-à-dire, on signe un contrat, on a signé des papiers, il y a un thème, il y a un certain groupe, il y a des idées, hein, mais on peut ne pas, donc on peut être en désaccord. On peut être en désaccord avec ce qui est en train d'être dit. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces situations? Donc, je voudrais tout d'abord parler un peu de moi-même. Moi, je suis brésilien, je ne suis pas français, donc même si je le parle assez bien, le français, je ne suis quand même pas français. Ça fait une différence grande. Il y a des mots, des fois, que je ne connais pas, qui me manquent. Enfin bref. Mais oui. Et donc, parler dans une autre langue, toujours un peu bizarre. C'est pas nous, c'est pas vraiment nous. C'est un peu quelqu'un d'autre. Et moi, donc je suis fils de parents qui sont un peu des nomades. Hein. Ma mère travaillait dans des compagnies aériennes et donc mon père était fonctionnaire. Il est à la retraite maintenant, mais il a été fonctionnaire public et un fonctionnaire qui voyage beaucoup. Et donc, dès mon très jeune âge, j'ai dû aller à des écoles où la langue des profs était le français. Moi, je le répète, je ne suis pas français. Et c'est pas évident. Donc, au début, il faut apprendre cette langue d'un prof, d'un autre. Vous avez entendu peut-être parler du lycée Molière, ici à Rio. Donc, c'est une école française à l'étranger. C'est-à-dire que le gouvernement français il envoie des profs dans plusieurs pays du monde pour qu'ils apprennent, pour que les gens apprennent la langue. C'est des écoles pensées un peu pour des Français à l'étranger, mais en même temps, c'est aussi des écoles qui, grâce à ce système français un peu à la Napoléon, où on va tout contrôler dans l'éducation, hein, c'est des mêmes livres, c'est une école qui a un programme très rigide, c'est vraiment, d'une certaine façon, le contraire d'un style Paulo Freire à la brésilienne, qui dirait chaque école doit être très préoccupée avec les questions d'une réalité sociale d'une ville, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, c'est des profs qui ont un système centralisé, un enseignement qui vient de Paris, d'une certaine façon très organisé, et puis donc il est exporté à l'étranger. Comme notre famille voyageait beaucoup, à chaque 4 ou 5 ans, on devait changer de pays et même de continent, suivre l'éducation française nous donnait un peu une idée de continuité. C'est-à-dire, vous imaginez, si un élève irait à une école anglaise en Angleterre, après une école espagnole en Espagne, après il part au Pérou, vous imaginez, c'est dur à suivre un chemin peut-être. Donc, c'est l'idée qui a été faite. Mais ce qui est intéressant à voir dans ces écoles, et je crois que je commence à devenir traducteur et interprète dès ce très jeune âge. Parce que les profs français qui sont envoyés à l'étranger, ils parlent pas portugais, par exemple, quand ils viennent au Brésil. Donc, tu es dans une situation un peu bizarre où ton prof, normalement en France, c'est des gens assez, il y a une rigueur, une sévérité des Français, hein, ils sont très rigides et c'est un peu bizarre pour nous les Brésiliens de voir un peu ce théâtre de la rigidité un peu on se dirait que c'est un peu le 19e siècle dans le style français d'enseigner. Des fois, hein, je sais pas, il y a des Français ici, vous comprenez peut-être ce que je dis, mais en tout cas, c'était drôle de dire
c'est à moi d'apprendre des choses au prof, parce qu'il ne parle pas portugais. Donc, cette expérience de traduction, qui est aussi une expérience de mensonge et de pouvoir, vous comprenez? La personne qui ne parle pas une langue, elle ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et il y a quand même une marge assez grande, hein, d'improvisation, où la personne peut changer les choses. Donc, je disais avant ici en portugais que l'idée serait de comparer l'expérience d'une cabine de traduction avec celle d'un pilote d'avion en Mayday. Et je vous demanderai donc, c'est quoi les problèmes principaux qu'on vit, nous, comme interprètes, dans les cabines? On peut penser à quoi? Je vous pose la question. Pas connaître le mot. Voilà, un problème de mots. On ne s'est pas préparé, ou on ne connaît pas les termes. C'est un problème de vocabulaire, de glossaire. Il y a ça, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer d'autre? Des expressions, et c'est le même existe dans. Voilà, des expressions très, très dures à traduire, des blagues, des jeux de mots, des ironies. Ça, c'est super dur à traduire, oui, certainement. Il y a quoi d'autre? On peut imaginer quelqu'un qui panique, on peut être très nerveux, on a peur, on n'arrive pas, on perd les mots, on part en cacahuète. Je sais pas, Je pense que c'est la vitesse que la personne parle. il y a effectivement la vitesse, on peut parler trop vite, et tout ça nous met un peu en difficulté de cet effort de penser la pensée de l'autre, se mettre à la place de l'autre et faire arriver le message qu'il veut bien dire. Oui, monsieur. Il dit pas un mot qui peut être très offensif pour le public. Et peut-être que s'il va dire ce mot, les personnes vont être qu'est-ce que c'est ça? Exactement. Moi, j'ai eu l'expérience, par exemple, de travailler pendant la Coupe du Monde avec l'équipe française euh, au Qatar. Hein, on était ici à Rio, on était avec TV Globo chez Sport TV, et donc j'ai eu l'opportunité de suivre les Bleus, hein, pendant toute la coupe. Et, euh, et donc, il y avait des moments où ce joueur de foot qui est à la fin d'un match, c'est dur à traduire. Parce que vous imaginez l'émotion qu'il ressent. Il a soit perdu le match, soit gagné. Il est complètement ailleurs. C'est très, très dur à traduire. Et des fois, il balance des gros mots, hein, comme vous avez dit. Ah, ce jeu de machin. Et donc, ça, il y a une question. Est-ce qu'on va traduire en chaîne nationale chez Sport TV? On va traduire un gros mot. Pourquoi? Est-ce qu'on est sûr d'avoir bien compris ce gros mot? Parce que plusieurs fois, ça vaut pas la peine. Donc, on commence à réfléchir et se demander, mais je traduis pour qui? Pourquoi? Avec quelle finalité? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Dans des situations comme ça, par exemple aussi, des fois, il y a quelqu'un qui pose une question. Et en français, on peut dire, je suis très étonné avec votre présentation. Si cette traduction en portugais devient fiquei espantado, ça va produire quelque chose dans la réponse de la personne. Tu vois? Ok, impressionado, fiquei encantado. Étonné, il y a plusieurs mots qu'on peut choisir. Et selon le choix qu'on fait, on peut vraiment changer la relation de cette personne qui a demandé avec celui qui répond, évidemment. Donc, normalement, on fait attention à tout ça et on essaye d'avoir une bonne ambiance. On veut que les gens sourient. On veut pas vraiment des situations de conflit. Donc vraiment, je disais, l'interprète en 98 voire 99% des cas, on doit vraiment plonger dans l'univers mental d'une autre personne. On doit reproduire son discours, on va penser à qui on parle, on a tout ça à réfléchir. Mais il y a une autre situation aussi, un autre Mayday. Il y a donc le Mayday du son, le Mayday technique. D'ailleurs, Claudio, notre technicien aujourd'hui, il sait bien, il y a ces problèmes aussi, hein, le câble qui marche pas, le micro qu'on n'entend pas bien, l'équalisation qui n'est pas bonne, il y a tout ça. Mais il y a une autre chose, et c'est je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'ai compris. Le son était bon, le micro fonctionne, le son était clair et net, mais je ne suis pas d'accord. Il y a ça, mais il y a aussi, ça me fait mal, ça me blesse. C'est plus que je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un problème pour moi. Il y a ces genres de situations.
Et donc, c'est quoi ces genres de situations? On peut imaginer un traducteur de gauche. Hein, on pourrait imaginer un interprète léniniste, trotskiste, tu vois. Et un jour, on lui dit, bon, tu vas travailler chez Coca-Cola et il va falloir que tu dises des choses sur le marché que tu n'es vraiment pas d'accord. Tu veux pas, tu te rends compte que cette négociation de chez Coca-Cola, pour dire quelque chose, elle est en train de nuire aux employés. Donc, tu te rends compte que c'est un truc pour le patron, là. Hein. Alors, est-ce qu'on traduit? On ne traduit pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, comme on disait avant, des choses religieuses. Je parlais à quelqu'un cet après-midi qui me disait aussi, moi, je suis traductrice, mais je suis d'une religion, enfin, certaines religions. Et donc, un jour, elle a à traduire un discours qui est complètement contre sa religion. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, l'idée ici n'est pas de vous dire, de vous présenter des sorties, mais plutôt de plonger, de plonger, et de se pencher sur ce doute, ce moment d'hésitation et ce conflit qui peut apparaître. Donc, je disais, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut supprimer le moi. Le moi du traducteur. Non? Donc, si Juliano dit une phrase en portugais, eu tô cansado de, je sais pas, De organizar isso aqui. eu tô cansado de organiser ce qui. En français, je pourrais dire, je suis fatigué d'organiser tout cela, ou alors dire, Juliano ou l'intervenant, le conférencier a dit ça. Donc ça, c'est très important parce que d'abord, c'est pas toi, bien sûr. Donc il y a ce premier travail. Donc de la même façon où on a le moi lyrique, le moi lacanien, le moi en psychologie, il y a aussi ce moi traducteur qui est très important. C'est la première personne du singulier et vraiment, on peut l'enlever. Et j'ouvre un parenthèse pour comparer un tout petit peu ce moi qui disparaît dans la traduction écrite. Dans les traductions écrites, justement, c'est quoi une bonne traduction? C'est la traduction où on ne voit pas le traducteur. C'est justement où le traducteur disparaît. Et pourquoi est-ce qu'il disparaît? Parce qu'on prend par exemple un ouvrage de Machado de Assis, pour dire un auteur brésilien. Donc, on va traduire Machado en français. Et si on fait un bon travail, on ne voit pas le traducteur. Parce que la traduction, elle devient, c'est pas vraiment un chef-d'œuvre, c'est pas quelque chose d'unique. Mais si la traduction est très bien faite, elle devient typique. Elle passe très bien dans la langue locale. Elle passe si bien qu'on voit plus le traducteur. C'est un peu comme un peu l'arbitre hein, dans un jeu de foot. Un bon match, une situation tranquille, c'est où on voit pas trop l'arbitre. Vous comprenez? Quoi d'autre? Quoi d'autre on peut faire? Donc on a enlevé le moi et quoi d'autre? On peut penser à l'intonation aussi. On peut penser à balancer un peu d'ironie. On peut montrer aussi qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est professionnel, ça, ou pas? Je continue donc en disant que, sans doute, il y a quelque chose qui se passe dans le travail de traducteur quand il plonge un peu comme un comédien, comme un acteur va plonger dans une histoire. Donc, on est vraiment l'acteur, le comédien sur scène, parce que le texte, on l'a pas écrit. On n'a pas écrit ce texte, il n'est pas à nous, il est à quelqu'un d'autre. Comme le comédien doit l'interpréter, justement, interpréter. Mais plusieurs fois, on a, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on a un peu mal au cœur. Ça peut arriver. Et pas seulement parce qu'on n'est pas d'accord, des fois parce qu'on est juste fatigué d'être coincé dans la pensée d'autrui. Bien. Et ça peut arriver donc à des situations de débordement. Je suis sûr que si on prenait
si on faisait un groupe d'études avec plusieurs interprètes et on se demandait, parlez-nous de ces 1% de situations où vous avez eu du mal, comme ça, vous avez mal senti la chose. Parlez-nous de cette expérience. Avez-vous traduit? Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue psychologique avec votre sous-conscient? Qu'est-ce qui se passe dans ce moi qui doit être tel, muet, qui ne peut pas donner son opinion? Et à ce moment, je voudrais vous parler d'une situation très extrême. Et ça serait par exemple, imaginez-vous, vous connaissez Primo Levi, l'italien, l'auteur italien Primo Levi, il est juif, hein, et il était en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, et à un moment, il est mis dans un train. Il sait pas très bien où il va, il est là avec d'autres gens, il allait vers vraiment des champs de concentration. C'est un des rares auteurs c'est très dur, hein, encore une fois, traduire ce qui ne peut pas être dit. On n'a pas de mots pour décrire une situation comme les champs de concentration. C'est très dur à trouver des mots pour pouvoir parler de ça. Et donc lui, c'est quelqu'un, Primo Levi, c'est donc quelqu'un qui, d'une façon très fine, va parler de cette expérience. Et en plus, comme traducteur. Parce que quand le train arrive à Auschwitz, tous les autres juifs qui sont dans ce train ne parlent pas allemand. Et tu as des Allemands qui doivent donner des ordres, leur dire allez ici, allez là-bas. Donc une des premières choses qu'ils faisaient, les Allemands, les Boches, c'était bien de leur dire, y a-t-il un interprète entre vous? Est-ce qu'il y a un traducteur ici? Et Primo Levi, lui, parlait allemand. Et il se dit, c'est une des choses les plus dures de l'interprète. Parce qu'il est juif, il parle allemand, il est avec des juifs dans un train, et il va falloir qu'il dise à ces juifs ce qui va leur arriver. Oui, et donc, voilà, le traducteur sait quelques instants avant les autres ce qui va se passer. Et c'est dans ces instants, c'est dans ces quelques minutes où on va devoir traduire que tout se passe. C'est dans ce moment, dans ce creux, dans ce trou symbolique, éthique, psychologique, où le traducteur sait avant les autres ce qui va se passer. Évidemment, les autres ne comprennent pas allemand. Ils ne savent pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le traducteur? Il peut traduire une autre chose. Vous imaginez, il pourrait bien dire, parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les Allemands, ils ne parlent pas italien ou hébreu ou la langue des gens qui étaient dans ce wagon, tu vois. Donc, tu vois, si le traducteur, il est rusé, hein, il pourrait aussi traduire un peu, mais mettre son intention aussi dans cette traduction. C'est-à-dire, euh, l'allemand va dire allez tous vers la gauche, rentrez dans cette salle. Et il pourrait dire allez vers la gauche, rentrez dans cette salle. Mais dès qu'il ne regarde pas, nous allons vers la droite. Hein, on peut balancer quelque chose comme ça dans la traduction. On a ce pouvoir, cet énorme pouvoir. D'ailleurs, c'est le même pouvoir quelque part. Euh, euh, voilà, je disais donc d'un technicien du son. Il a un énorme pouvoir. C'est enlever la chose de la prise. Hein. Et je voudrais revenir maintenant sur... oui, d'ailleurs, en allemand, est-ce que quelqu'un parle allemand ici? Comment on dit traducteur en allemand? Et il n'y a pas un mot comme Dolmetscher ou un truc comme ça? Aussi, auch Dolmetscher. Ouais. Donc, dans cet ouvrage aussi, Primo Levi il dit il y a tout un nouveau vocabulaire qui rentre dans les champs de concentration.
Et donc, ce mot interprète, Dolmetscher, était utilisé à Auschwitz pour faire référence à un fouet. Ah, t'as pas compris? Je vais appeler le traducteur. Donc, Dolmetscher, c'est bien interprète, mais dans les contextes de camps de concentration, ça veut dire fouet. C'est une façon de traduire pour que tu comprennes. Vous voyez bien ce que je veux dire avec ça? La transformation des mots, le sang qui va rentrer dans chaque mot quand il est resignifié dans un certain contexte. Et puis, le traducteur aussi, l'interprète, il a des secrets. Hein. Plusieurs fois, on a des termes de confidentialité. On ne peut pas raconter des choses qu'on a vues, certaines négociations qu'on a vues, des choses qu'on a entendues. Si on est professionnel, on va pas faire ça. Mais on a quand même une idéologie. On a quand même un système de croyance. On est quand même un être humain plein d'envie, de désirs, d'idées et quelque part une envie de changer le monde aussi. Donc face à ces situations extrêmes, on peut bien se dire, je vais pas vraiment traduire. Je ne peux pas traduire. Je ne peux pas le faire comme ça, n'est-ce pas? Je vais maintenant vous raconter une histoire. Je fais une pause, encore en parenthèse, pour vous raconter une histoire que mon oncle, j'ai un oncle qui s'appelle Willy, l'oncle Willy, et il m'a raconté une belle histoire un jour. Il m'a dit, bon, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il y a une histoire biblique qui parle de Jésus. Et à un moment, Jésus, je ne connais pas très bien l'histoire, je n'ai pas lu l'aphorisme, je ne sais même pas où il est, mais il est quelque part dans la Bible. Il y a un moment où Jésus est face à une foule et il appelle comme ça du doigt un petit oiseau comme ça. Ça vous dit quelque chose? Bon, il est dans une montagne, je ne sais pas où, en Galilée ou peut-être dans ces endroits, et il appelle un oiseau. Et le oiseau, il s'approche, hein, il vient sur son doigt, et le texte qu'on connaît, nous, biblique, dit que Jésus aurait tué cet oiseau, il l'aurait pris par la gorge, il l'aurait tué, pour après le faire revivre. Il y a une histoire comme ça. Et c'est une façon de montrer un miracle. Hein. Ce personnage, il a pu enlever la vie d'un oiseau et la lui redonner. Et donc, mon oncle disait, oui, mais ça, c'est la vision biblique de l'affaire. La vision qui dit, il y a eu un miracle. Tout le problème est dans le mot tuer, de la traduction du mot tuer. On aurait trouvé apparemment en Égypte, derrière des dunes, je ne sais plus où, des papirs, des anciens papiers qui proposaient une autre traduction de certaines scènes historiques. Et dans cet autre texte, on dirait la traduction de tuer, c'est en fait immobiliser. Si on traduit comme ça, Jésus n'a jamais tué cet oiseau, pour lui redonner la vie. Il lui a pas enlevé la vie pour la lui redonner et montrer un miracle. Ce qu'il a fait, c'est montrer qu'il avait peut-être une relation. Si on appelle même un oiseau avec l'amour, il viendra. Hein, on pourra l'immobiliser pour après le relâcher, pour montrer plutôt, pour souligner l'amour, l'échange entre les espèces, être dans la planète. Donc, ce sont les évangiles apocryphes, je crois qu'on dit. Hein. C'est les autres traductions, ou alors les autres apôtres qui n'ont pas rentré dans la Bible et qui racontent une histoire complètement différente. Cela pour, encore une fois, montrer le pouvoir de la traduction. Vous imaginez traduire comme immobiliser ou enlever la vie ou tuer, c'est complètement différent. Ça va produire des siècles et des siècles d'une vision complètement différente sur l'idée du miracle, par exemple. Tu vois?
Et donc voilà, comme un pilote d'avion, cet interprète, il est capable, il faut faire ça avec beaucoup d'attention, mais on est bien capable de mener cet avion et tous ses passagers dans un autre aéroport, qui ne serait pas celui de la destination originale. Là, je me suis souvenu d'une autre expérience en foot aussi. Et ça, c'était le club Vasco da Gama. Vous le connaissez, bien sûr, ici de Rio de Janeiro. Il y a un mois et quelques, peut-être deux, ils ont acheté un joueur français. Ils ont fait un joueur de l'Olympique Marseille qui s'appelle Payet. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît. Enfin bref, et ce Payet, il arrive à Rio, il est reçu par les supporters du Vasco da Gama à l'aéroport, on est tous très contents chez le club, il y a cette star, ce crack, cette idole vraiment de l'OM, de l'Olympique Marseille, qui débarque à Rio de Janeiro. Donc je faisais sa traduction. Et il y a des journalistes, et on lui demande pourquoi est-ce que vous avez choisi le Vasco da Gama si vous aviez des contrats peut-être beaucoup plus intéressants pour aller en Arabie Saoudite ou au Qatar. Qu'est-ce que vous faites ici vraiment? Vous allez être payé en réal, je sais pas, vous vous rendez compte? Et Payet, il dit, ben, moi je suis ici parce que euh, l'argent, c'est plus mon problème. J'ai déjà suffisamment d'argent. Et moi, ce que je voudrais, c'est jouer dans un club de gauche, un club qui lutte contre le racisme, un club qui a un stade, c'est Saint-Januario, qui a été construit par des supporters dans un régime coopératif, hein, des supporters ouvriers qui ont construit ce stade. C'était très joli de voir tout ça. Donc il y avait la foule et tout le monde qui racontait l'histoire. Et ça, c'est juste pour vous dire que euh, la meilleure traduction, quand on lui demandait, alors est-ce que vous êtes content ici? Et il disait, oui, c'est impressionnant, cette histoire du club, c'est très joli d'être ici, de voir ce stade et ses supporters. Ça serait pas. Et donc, connaître le récepteur du message me faisait dire, je ne vais pas traduire Vasco da Gama en portugais. Il vient de dire Vasco da Gama, le Payet. Je ne vais pas traduire nécessairement Vasco da Gama en portugais parce que je suis là-bas, à São Januário. Donc, on peut dire, oui, je suis ici avec les gigantes da colina. Tu vois? Donc, j'ai fait ça. Hein, c'est un honneur pour moi que d'être ici au Vasco da Gama. Uma honra estar aqui entre os gigantes da colina. T'as créé, tu nutres, tu vois, t'es avec des supporters, ça change complètement l'affaire. Et donc, et Payet, il disait aussi, et ce stade merveilleux construit par des ouvriers supporters du club. Et il s'appelle comment? São Januarios, tu vois? Et je ne vais pas traduire le fucking São Januário. C'est mieux de dire que prazer e que orgulho estar aqui no Caldeirão. Donc, ça serait, si tu veux, si vous voulez, une traduction un peu plus sauvage. Sauvage dans le sens où on est complètement rentré dans le truc. C'est pas la traduction domestiquée, tu vois. Euh, donc, en traduction, il y a toujours un jeu entre ces équivalences. Est-ce qu'on va dire la chose de la même façon, avec les mêmes intentions? Pour qui? De quelle façon? Vous voyez? Est-ce qu'on va être fidèle à l'auteur ou est-ce qu'on va être fidèle au lecteur ou à celui qui écoute? Est-ce qu'on va être plutôt littéral ou est-ce qu'on va être sauvage? Hein? Dire des choses comme le gigantes da colinas. Et quand il y a des traductions, par exemple, est-ce qu'on va être plutôt poétique ou est-ce qu'on va suivre l'intonation, tout ça, il y a plein de choses. Dans la traduction orale des cabines, traduction simultanée, on n'a pas vraiment le temps, même si oui, mais on n'a pas trop de temps pour réfléchir, pour rentrer dans tous les détails des choix. La traduction écrite, elle est évidemment beaucoup plus complexe.
elle n'est jamais finie, elle est impossible un peu quelque part. Il n'y a jamais une correspondance absolue. La traduction, c'est donc comme si on compare un peu la traduction à l'architecture, on pourrait se dire que le travail du traducteur, de l'interprète, c'est un travail de quelqu'un qui va démolir un bâtiment qui est construit par exemple en fer et en bois. C'est une langue, c'est un texte, c'est un discours. On va le déconstruire, on va prendre ces parties de la matérialité de la langue et on doit reconstruire un bâtiment dans un matériel tout autre, comme si c'était du coton ou alors du sable. On pourrait se demander si les langues n'ont pas des relations avec un peu des... Bon, on pourrait les penser comme ça, comme des matériaux en architecture. Il y a une langue très genre pierre. Donc, hein, on peut se dire ça. D'ailleurs, la grammaire, on peut la comparer à une architecture. Je sais pas si tu es d'accord. Quelque part, elle est structurée d'une certaine façon. Il y a l'endroit où on met le verbe, il y a l'endroit où on met les pronoms personnels, il y a une façon d'organiser. Et quand tu changes, il va falloir démolir cette construction et la reconstruire ailleurs avec des matériels qui ne sont pas les mêmes. Donc on est toujours en conflit un peu avec ça. On ne sait pas si on veut être plus proche de l'orateur ou de l'écrivain, de l'auteur, ou si notre compromis vraiment est avec celui qui reçoit. Il n'y a pas eu de réponse pour ça. C'est vraiment quelque chose qui dépend. Ça dépend. Il va falloir réfléchir, il va falloir rentrer dans cette, euh, dans tous ces problèmes de la traduction. Et je dis encore une chose, euh, oui, un peu entre parenthèses aussi, mais c'est intéressant de penser à cette industrie de la construction civile aussi, dans ce sens. Je veux dire avec ça que quand on démolit un bâtiment, détruire, c'est pas l'affaire. C'est une entreprise de démolition. C'est pas une entreprise de destruction, vraiment. Les matériaux doivent être enlevés. Les choses doivent bien être soit vendues, soit elles vont aller quelque part. Il y a toute une circulation de ces biens qui va partir ailleurs. Vous voyez, plusieurs fois, les démolisseurs de construction, ils ont des hangars, des grands galpons. Ils gardent beaucoup de ces matériaux pour reconstruire. On pourrait se dire donc, ça serait bien si les architectes euh, rendaient, par exemple, un plan de construction d'un bâtiment, mais où on aurait derrière le plan de sa démolition. Parce que il y a rien de mieux, il y a aucune personne, il n'y a rien de mieux, n'est-ce pas, pour défaire que celui qui l'a construit. Il connaît la structure de l'affaire. Bien. Et donc, euh, quand on parle un peu des textes écrits, il y a un très beau travail d'une d'une chercheuse argentine de l'Université de Buenos Aires, de Luba, qui a écrit un très beau texte sur ce travail de traduction et de retraduction des ouvrages. Et il dit des choses très intéressantes, comme par exemple, et si on prenait une maison d'édition, hein, et on se demandait, mais c'est quoi ce qu'ils traduisent? Je sais pas, au Brésil, on pourrait penser à une grande maison de Zahar ou enfin, brésilien, c'est tous ces maisons de publication, d'édition. Ils doivent choisir des œuvres, des ouvrages. C'est pas n'importe quoi qui est traduit. Donc, il y a une espèce de circulation internationale des idées. Si les idées étaient comme des produits, on a des sociétés qui produisent certaines choses et puis après, ils vont les exporter. Ce moment d'exportation, moment aussi de conquête et domination, parce qu'on veut imposer des pensées, certaines pensées. Et quand on regarde
qu'est-ce qu'on traduit au Brésil? Si on prenait toutes les grandes boîtes de publication, les grands éditeurs, ils traduisent quoi? On pourrait trouver des chiffres assez surprenants, comme par exemple 40% de ce qui est traduit vient du français. 30, je sais pas, 30% du français, 30% de l'anglais et 20% de l'allemand, tu vois. Et qu'est-ce qui reste pour les autres langues? Est-ce que vous avez entendu parler de ces listes, les listes du patrimoine historique de l'ONU? Vous connaissez un peu ça? Euh, ouais, l'ONU, des fois, elle arrive dans des pays, elle dit, bon, ce bâtiment doit être classé parce que c'est un bâtiment très important. Ça vous dit quelque chose, hein? Puis, il y a des monuments qu'on va visiter, machin. Mais dans ce 100% des choses qui sont classées, en portugais on dit tombado, hein, de cette totalité des choses classées, 60% est en Europe. C'est quand même surprenant. 30%, c'est des constructions européennes en dehors de l'Europe. Et tu te dis, mais le reste de la planète ne contribue qu'avec un 10% de toutes les constructions de patrimoine mondial. Quelque chose de bizarre, là. Le Canada a plus d'endroits classés par les instituts de patrimoine que l'Égypte. Tu vois, l'Espagne a une quantité énorme qui est 2, 3 fois tout ce qui est classé dans tout le reste des pays des Africains. Ça parle bien d'un choix et ça parle bien d'un certain groupe de gens qui choisissent ce qui est ou pas patrimoine mondial de l'humanité. C'est pas quelque chose de très démocratique. Vous vous rendez compte? Si c'était démocratique, on pourrait se dire, bon, mais chaque pays donc va produire une certaine quantité, on va se le partager. Mais non, il y a plus de la moitié en Europe. C'est pas normal d'un côté. Et d'autre part, c'est pas normal non plus parce que en Asie, par exemple, l'idée de patrimoine peut être différente. Je vais vous donner un exemple. Au Japon, il y a un endroit qui s'appelle Ise. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une ville qui s'appelle Ise. Pendant la guerre mondiale, on a détruit le Japon d'une façon lamentable et on a détruit aussi beaucoup de temples bouddhistes, shintoïstes qu'on avait dans cette île. Quelques ans après, l'ONU retourne à cet endroit et leur demande donc, et leur dit, ces temples sont très beaux. Il y avait un temple qui avait résisté au bombardement et ils ont dit, bon, on va le classer. Ça va devenir patrimoine mondial de l'humanité. On ne touche plus, on ne peut plus détruire ce bâtiment. C'est un exemple de la construction architectonique shintoïste japonaise. D'accord? Et on se dit, bon, c'est bien ça? Non, c'est peut-être bien. Mais non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient, les Japonais, c'est, je représente comme ça. Ils avaient le bâtiment d'un côté, le temple, hein, d'un côté, et en face du temple, ils avaient un jardin. Et la tradition shintoïste japonaise dit que à chaque 30 ou 40 ans, on détruit ce temple du côté gauche où il est et on le reconstruit du côté droit. Et le jardin passe à l'autre côté. Pour le patrimoine de l'humanité, non, vous ne pouvez pas toucher à ce bâtiment, c'est du patrimoine, vous ne pouvez pas toucher. Et ils disent, mais notre patrimoine, c'est le patrimoine de la pratique, de la construction et de la destruction constante de ce temple. Et pourquoi? Patrimoine immatériel. Voilà. Dans ce cas, c'est aussi matériel parce qu'il y a du bois aussi. C'est vraiment une construction qui n'a pas de clous. C'est une construction en bois avec, avec des. Je vais demander de l'aide à mes collègues interprètes. Comment on dit incash en français? Je ne sais pas. Ah, tu vas aller chercher. Bon, vous voyez ce que je veux dire?
voilà, des constructions qui n'ont pas de clous, donc des situations qui s'emboîtent avec le bois. Et qu'est-ce qu'ils disaient les Japonais shintoïstes? Ce qui est intéressant pour nous, à la fin, c'est que à chaque 30, 40 ans, on refasse, on reconstruise ce bâtiment parce qu'on veut apprendre aux nouvelles générations la technique architectonique. Et on n'apprendra pas la technique si on ne détruit pas et si on ne reconstruit pas. Ce qu'on veut passer de génération en génération, c'est pas le bois du temple. C'est un peu occidental, ça, de vouloir préserver la pierre. Nous, ce qu'on veut passer, c'est la pratique, le savoir-faire. Et ce savoir-faire, donc, vous voyez, il n'est pas donné, il n'est pas évident. C'est très complexe. Ça, c'est très complexe. Donc, on approche donc de la conclusion pour vous dire que euh, attendez, oui, je reprends sur l'idée de Aby Warburg, c'est un historien de l'art, et il fait une distinction qui d'ailleurs est très. Il y a des travaux au Brésil aussi qui le reprennent, entre iconographie et iconologie. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend une photo, imaginons une photo, d'accord? C'est Boris Kossoy qui donne cet exemple. On imagine une photo comme ça d'une ferme de café à São Paulo dans les années 20. D'accord? La description iconographique dirait par exemple, je vois des personnes dans des champs avec du café. Vous imaginez un peu la scène, hein? Dans une vallée, ils sont en train de faire la cueillite des grains du café. Voilà. Ça, c'est la description iconographique. Mais si on prend cette photo et on la tourne, on commence à parler d'une description iconologique. Parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'il s'agit d'une carte postale. Si c'est une carte postale, c'est pas vraiment une photo accidentale. Donc, il y a quelqu'un qui a organisé ça. Et dans cette carte postale, derrière, il peut avoir écrit, par exemple, euh, euh, ambassade du Brésil en Italie, programme de campagne pour amener des ouvriers italiens au Brésil. Donc, cette photo, c'est profondément un mensonge. Ce qu'on regarde là, c'est quelque chose qu'on va vendre en Italie pour convaincre certains Italiens à venir travailler à São Paulo dans les champs de café. Donc la description, voilà, iconologique, iconographique, décrit ce qu'on voit, mais le travail iconologique, c'est regarder un peu l'histoire de la production de cette photo. Vous voyez la différence, évidemment. C'est plus une photo qui est simplement là, mais une photo qui sert à des intérêts spécifiques d'un département brésilien de travail, d'immigration. Et ça change complètement l'affaire. Donc je conclus et je laisse un peu pour qu'on puisse faire des questions-réponses avec l'idée que on peut penser à une traductologie, mais aussi à une traductographie. On se dit plusieurs fois donc que la traductologie regarderait des aspects théoriques, méthodologiques, le processus de la traduction, mais une traductographie pourra avoir quelque chose d'une ethnographie, du style d'un anthropologue. Et on pourrait songer à une discipline, la traductographie, où on écoute des interprètes et on fait une étude des choix qu'ils ont faits et on les entend profondément, surtout dans ces 1%, 1,5% de cas de Mayday, hein, de traduction. Et on rentre vraiment sans trouver de réponse, sans trouver de solution, sans trouver de conseils à donner à personne, mais plonger simplement dans cet abîme de qui représente donc la traduction d'une matière à une autre. Et je finis comme ça. Merci beaucoup à tous. Alberto.
Merci beaucoup, Alberto. J'ai un commentaire. Tu as parlé de la différence ou de la similarité, en fait, entre un acteur de film et un interprète de conférence. Mais un acteur peut jouer le méchant dans un film et aimer faire ça, aimer jouer le méchant, mais l'interprète, c'est possible d'interpréter un méchant parce que c'est pas une œuvre de fiction, hein, l'interprétation de conférence, mais un film, c'est fiction. Je vais prendre d'autres questions pour pouvoir réfléchir. C'est dur à répondre, ça. Oui, évidemment. Oui. D'autres questions? Peut-être mentionner un travail que tu n'étais pas d'accord avec la personne. Je ne peux pas. J'ai signé un contrat de confidentialité. Non, mais c'est vrai. Et en plus, on voit ça avec plusieurs acteurs, comédiens, enfin bref, quand ils font un sale personnage, un vilain, un méchant personnage, après, c'est pas facile de marcher dans les rues. Ils ont tous cette expérience aussi, de se dire, ah, mais c'est toi le vilain, et on lui jette des choses, on est confondu. Até provar depois que não é você, c'est comme la voix du traducteur, tu vois. C'est ta voix qui va rester là Mais pour la quand postérité. on joue un méchant, on sait déjà que c'est de la fiction. Mais quand on interprète une personne réelle, c'est la vie réelle. Oui, c'est pour ça que ça serait peut-être intéressant, quand on fait nos CV d'interprète, on pourrait dire des choses sur nos croyances religieuses et politiques. Comme ça, la personne qui va t'appeler, t'embaucher pour travailler, il saura, ce mec, il est de gauche et il est musulman. Tu vois, ça serait bien de savoir. Mais d'autres diront, moi, je suis interprète professionnel à fond. Je m'en fous de ce qu'il raconte l'autre. Je vais juste traduire de façon mécanique, comme si la langue, mais comme je dis, quelque part, notre sous-conscient, il va se sentir trahi. Et je trouve qu'il serait intéressant d'avoir un groupe d'études avec plusieurs interprètes, des gens pour discuter ces moments profonds où on peut pas traduire ce qui ne peut pas être dit. Pessoal, pode perguntar em português também, hein? Hein? Só um comentário rápido sobre o que o Juliano estava falando. Oui. Pouco eu entendi da sua palestra, e é que quando você compara com um ator, né, com um filme, com uma atuação, talvez se aproximasse mais dos casos, como o caso do filme do Coringa, em que o ator, ele entrou tanto no personagem, mas tanto no personagem, e foi abalado tanto pelo psicológico, que ele se suicidou, né? Então, assim, não sei se seria um caso extremo nesse ponto. Esse ponto de se sentir tão abalado de não saber se é o personagem ou sou eu. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de ça. Et je dirais même que on pourrait avoir des avocats qui nous aideraient à penser un peu sur ces thèmes. Quand on pense au moment de contrat, quand on pense, je pense à des avocats ou à des psychologues qui pourraient nous aider à comprendre ça, ce problème du contrat, ce problème du moi, ce problème de la parole de l'autre. Et notre responsabilité, en fait. Juro bola. Pode se levantar. Allô, ça marche. Alors, je suis un comédien et j'ai un commentaire pour cette question-là de mémoire utile parce qu'aujourd'hui, l'interprétation de caractère de la comédie, de théâtre, c'est pas très salutable d'utiliser ce type de méthode-là pour faire un caractère parce que ça nous fait du mal. Alors, par exemple, il y a des acteurs qui se tuent. Bien. Mais par exemple, je suis aussi végétarien. Et je ne ferai pas, par exemple, un film dans lequel, en pièce de théâtre, dans lequel je dois manger de la viande. Mais je n'ai, par exemple, aucun problème de faire une interprétation des thèmes de théâtre, des choses comme ça. Alors, c'est quelque chose Je suis sûr que dans 99% des cas, il n'y a pas de problème.
Mais il y aura 1% des cas dans ta vie, ça va t'arriver. Il y aura un moment où tu seras embauché pour traduire dans une situation d'une boucherie, dans une scène, tu ne pourras pas le faire. Il y aura du sang, il y aura des yeux de la vache et du perroquet. Je peux pas. Et c'est bien de dire je peux pas. C'est bien. Je trouve que le bon professionnel, c'est pas vraiment le gars qui dit je fais tout parce que je suis professionnel. Je ne suis pas sûr. Laissez-moi juste vous dire une autre histoire sur. Un jour, j'ai fait une traduction au BOP. Tu vois, le BOP, à l'Alger, bataillon des opérations et spéciales. Bon, bon, acho que eu vou falar um pouco português. Eu cheguei lá, eu cheguei no BOP, e então o cara, ele ficou, foi muito doido, porque ele dizia, o bom policial, era um treinamento de policiais. E ele dizia, o bom policial não é o cara que não tem medo. Você precisa ter medo. Se então você faz o exame, hein? 5 policiais vão saindo, pula aqui, vira lá, olha, dispara, tá, não sei o quê. O cara que não tem medo de nada, que sai pulando, esse cara é quase um delinquente. Ele é um perigo para si e para o resto da equipe. Tu vois, la peur, quelque part, c'est un peu une possibilité de se sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais peut-être que pour l'interprète, il y a un endroit hein, où tu te dis, voilà, il faut avoir peur. Ça va nous faire du bien. É preciso ter medo, vai ser bom para nós. Samuel Jackson que. Pardon? Non, Samuel Jackson a dit qu'il dit oui partout depuis longtemps. C'est ça. Não é saudável. C'est des personnes qui ne travaillent pas pour la médecine, peut-être pas pour une question de ne pas être d'accord, mais pour la sensibilité ou avoir eu une personne morte dans la famille, dans ton cas, etc. Exactement. Tout à fait. Oui, madame. Eu só queria complementar, porque nós estávamos conversando um pouco antes da sua palestra, e o exemplo que você deu, eu acredito que tenha sido exatamente o meu. Eu trabalho como intérprete comunitário, então eu atendo pessoas que estão nos Estados Unidos, que não conseguem se comunicar, e na minha primeira semana eu tive que ensinar uma pessoa a fazer um aborto. E isso é contra aquilo que eu acredito. Mas naquele momento eu era só uma voz, eu tinha que falar aquilo. Então, eu fui imparcial, falei, mas eu terminei a ligação em prantos. Eu desliguei o telefone e falei, ai, meu Deus, porque tudo é contra tudo aquilo que eu acredito. E eu contei para ele que no meu grupo aconteceu pessoas que estavam interpretando abusos sexuais, e isso dá um gatilho para a pessoa deu um pane no meio da interpretação e não conseguiu prosseguir. Então, realmente existem coisas que nós tomamos, usando o eu, né, sempre a primeira pessoa, a gente precisa ter um psicológico muito bem controlado e até um grupo de apoio para isso, porque senão isso daí realmente nos afeta psicologicamente, né? Pois é. Eu penso exatamente na importância de criar um grupo de estudo, um grupo de apoio, para que você não precise, e eu, e nós, e quem trabalha com isso, não precise ficar sozinho com essas histórias. Faz muito bem poder contá-las. E se a gente sistematizar todas essas histórias de Mayday, de casos de 1% de situação limite, acho que isso fala muito, né, sobre o nosso trabalho, nos ajuda e também fala sobre uma época, sobre as formas de traduzir, de se apropriar do texto, né? É muito duro, a sua situação é muito, muito difícil, é claro que é. Em algum momento vai acontecer. Todo intérprete, em algum momento, vai ter que, né, dar de cara com o espelho da dor. Última pergunta agora. Só mais duas, vamos lá. Tem um caso que eu me lembrei agora, que eu li em um livro que falava sobre diferenças culturais, que era justamente um americano que ia dar uma palestra para um grupo de chineses. E o americano, para quebrar o gelo da palestra, como ele estava acostumado a fazer, ele contou uma piada. E o intérprete, para os chineses, o que ele fez? Ele não contou a piada. Ele falou,
para o público. O conferencista está contando uma piada no início da sua explanação. Ao final da piada, pedimos a todos que riam. Que era a parte cultural dele. Eu não entendia fazer uma piada no início de uma conferência, então eu disse, pessoal, você está contando uma piada, não vou traduzir aqui para vocês, mas por educação, né, de praxe, vocês riam no final quando parar. Eu preciso tomar conta do bom desenvolvimento. Não, o evento tem que acontecer bem. Precisa ter essa risada. Nem que seja para a forma. Né? É só para acrescentar que você perguntou sobre a questão de contrato, né? No contrato, a lei diz que o contrato, isso é questão do ordinário, o contrato faz lei das partes. Desde que não fuja da questão do nosso direito civil brasileiro, o seu contrato como tradutor, como intérprete, ele não pode te ferir também nessas questões emocionais, porque isso também é protegido no direito. Então, você pode constar ali cláusulas, eu não traduzo questões que estão relacionadas a isso. Assim que vocês vão fazer algo que seja bom para as duas partes. O contrato tem muito isso, que é o chamado pacto sui servanda, né? Tem que funcionar para os dois. Agora, eu não sei como é na prática, porque eu nunca li um contrato de tradutor. Eu nunca vi isso escrito. Né? Que você se ofendeu. Os contratos são ruins, são sempre pró. E tem que ser bilateral, tem que ser. Claro que a gente sabe que tem. Advogado está ajudando. Isso é bom. Eu já gostaria de conhecer, pode trazer um contrato. Um modelo de contrato para repensar esse lugar, porque dói, pode doer. Isso não está previsto em lugar nenhum. Porque essa questão emocional, né, que precisa ser muito debatida ainda. Eu acho que não está, talvez esteja. Ok, merci beaucoup, Alberto. Merci à vous. Merci. Bye. Em sindicatos, ou em grupos, ou grupos de estudo, lugares onde a gente possa também dar conta desse profundo eu que tem que ser calado, né? Tudo que fica nesse nosso subconsciente. Eu não sei se acontece com vocês, tem muitos intérpretes, tradutores aqui, mas muitas vezes depois de passar uma semana inteira traduzindo num evento, mergulhando no pensamento do outro, pensando pelo outro, falando o que disse o outro, uma coisa acontece com o nosso subconsciente, né? E a gente sai muitas vezes precisando falar de si, precisando dizer que não concorda, né? Então, acho que essa palestra é um pouco para pensar isso, né? E se juntássemos, de alguma forma, num grupo de estudo, todas essas experiências do indizível, do difícil, para que juntos pudéssemos lidar com uma série né, o Francisco fala de débordements, situações de descontrole, situações onde você, por um acúmulo e excesso de repressão desse teu eu que fala, né, você pode perder a linha, perder a capacidade e ser levado a apertar o botão que diz, não vou traduzir isso. Nos nossos contratos de tradução, raramente aparece alguma coisa assim, do tipo, se o discurso do palestrante feriu seus princípios, ou de minorias, ou da plateia, não traduza. Afinal de contas, você vai divulgar essa ideia, né? Você vai, né? Então, muitos vão dizer, não, somos profissionais. A gente é um profissional da tradução, a gente é um técnico. Então, o discurso não é meu, o discurso é de outro, eu vou apenas falar, não tenho responsabilidade nenhuma. Não tem, a questão. E não tem, e nunca tem. Então, como eu dizia, tentar comparar um pouco o trabalho de interpretação com o trabalho de um piloto de avião em situação de Mayday, situação de emergência, situação de extrema. Não é o comum do nosso trabalho, acho que 98% dos trabalhos de interpretação não vão chegar em lugares como esse. Mas existe aí 2, 1,5%, 1% de situações extremas. E vale a pena mergulhar nelas e pensar, se deter sobre isso, porque elas revelam muito. Elas falam muito da classe trabalho, da classe de tradutores, né? Falam muito de um momento dos tradutores, dos usos diferentes e tal. Muito bem. Estou esperando só um pouquinho mais o Juliano chegar para começar. Bota bem fraquinho. Não tem como. Tá.
E aí, pronto, tem algumas comparações que eu vou fazer do tradutor, intérprete de cabine com o espião, né? Alguém que não é nem de lá nem de cá, está no meio caminho entre as duas coisas. Pode ser comparado também, às vezes, a um psicanalista que está ouvindo uma sessão com alguém, ou um padre que está ouvindo uma confissão. Em que momento você não pode ficar com essa informação toda para você, né? E como? O que você faz diante disso? Bueno, así pues, seguimos esperando. Mientras tanto, eu gostaria de perguntar, aqui hoje temos vários intérpretes, né? Alguns professores de língua. Quem daqui é intérprete de cabine, de conferência? Alô, som? Alô, som. Está chegando bem aí agora? Temos algum intérprete aqui, hoje na plateia? Temos alguns? Ou algum professor de línguas? Algum tradutor de texto escrito? Isso é muito interessante também, os textos escritos, né? Quando você pensa que você nunca está realmente traduzindo algo pela primeira vez. Várias outras pessoas, né? Vários já traduziram isso. Há sempre um trabalho com uma retradução. Há sempre uma espécie de guerra, um conflito com o tradutor anterior daquele mesmo texto, com quem você pode se distanciar ou ficar mais perto. Existem traduções ditas mais domesticadoras, outras mais selvagens. Vocês imaginam do que eu estou falando, né? Que termo você vai usar para uma determinada... Se você está traduzindo um texto do século XIX, você vai retomar o português do século XIX ou você vai atualizar isso? Em quem que você pensa realmente? É no leitor? É no público-alvo? Ou o teu compromisso é com o autor? Sabe? São algumas das questões que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Entre outros. Só esperando um pouquinho, então, Juliana. A Isa, por exemplo, você é intérprete, né, Isa? Não. Não, eu tive a minha primeira experiência hoje. Como foi? Foi desafiador. Mas eu achei bem legal. Ei, cara, tô pronto aqui. O que é que tu tá faltando aqui pra ti? Estou pronto também. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas utiliser des diapositives ou non? Non, rien du tout. Juste parler aux gens. Seulement ta Voilà. face. Seulement, ouais. Ta face et ta barbe. Exact. Ok, donc je vais seulement t'introduire et D'accord. commencer. C'est mieux de mettre la caméra près de toi. Eu vou tentar, Javier, vou tentar. C'est mieux comme ça? Obrigado, Luiz. Donc, nous avons Tem como aumentar um pouquinho? Aí tá melhor? Melhorou? Tá chegando bem? Para falar, eu não posso estar bem perto, mais perto que isso também começa a incomodar. Ele está dizendo que o problema é que você vai ficar. Agora você está Por favor. falando que você não vai ficar o tempo inteiro fazendo assim, vai ser um pouco muito que eles não estão ouvindo. Você vai ficar se afastar mais da ouvir. Qual é o problema? Não estou entendendo também. Não sei. Qual é o problema? Eu vou falar alto, eu vou falar. Não, cara. Então, são os problemas técnicos, Aqui justamente. você vai ficar assim, ó. E aqui vai variar o som. Mas qual é o problema, cara? Uma variaçãozinha besta. Mas é assim, é meio ideia, é turbulência. Pega lá. Se você não consegue usar o microfone. Consigo, pode deixar. Pode deixar. Então você vai tirar esse suporte aqui? Tá, como vocês quiserem. Lo que quieras, hermano, lo que digas.